Bonjour à tous et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'occasion de faire cette présentation. Dominique Grand, voilà, je vais présenter plutôt notre petit groupe avec lequel j'ai fait ces travaux. On est donc des Grenoblois et venant d'horizons voilà, scientifiques divers et réunis par ce travail depuis 8 ans, 10 ans pratiquement, notamment avec Christian Lebrun, qui fait partie de la commission énergie de la Société française de physique. Voilà. Et bon, on s'est donné un petit nom, voilà, qui est faute de nomination, mais on est aussi à l'association Hydro 21, qui est un cluster en devenir de tout ce qui est hydroélectricité, qui, comme vous le savez, dans les Alpes, c'est un peu le berceau. Voilà, donc on est aussi là-dedans. Voilà. Donc, merci à Daniel Suchet parce qu'il m'a bien introduit, c'est sympathique. Et donc, je passe tout de suite pour vous donner déjà un peu en préambule les conclusions. Ça ne se fait pas toujours, mais enfin bon, vous allez comprendre pourquoi. Euh, voilà, donc, comme vous le savez, depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a des scénarios de mix électrique qui ont été publiés pour la France, pour l'Europe, pour le monde. J'en ai cité quelques-uns. C'est pas exhaustif, hein, j'en ai sûrement oublié. Bon, l'idée, l'enjeu, c'est toujours de se dire, pour une année de référence, en 2050, hein, aujourd'hui on parle beaucoup, sur quelle production annuelle de différentes sources de production électrique, donc éolien, solaire déjà, qui sont en forte croissance, mais celles qu'on a depuis déjà un certain temps, comme l'hydraulique, le nucléaire, puis éventuellement la biomasse, quoique ça sera sans doute très limité, parce que si on utilise la biomasse, ça sera pour d'autres usages énergétiques, mais pas tellement pour l'électricité. Bon, voilà. Et puis, en dernier recours, les énergies fossiles, mais comme on essaye de se défossiliser, on va essayer de peut-être mettre du gaz, mais pas plus, quoi. Le problème qu'on a identifié déjà depuis un certain temps, c'est que tous ces scénarios sous-estiment fortement, voire ignorent, un problème qui est quand même une contrainte spécifique et très forte du réseau électrique, c'est qu'à tout instant, la consommation doit être égalée par la production. Voilà, dès qu'on allume quelque chose, il faut que quasiment il y ait la ressource qui vienne répondre à cette alimentation. Donc production électrique égale consommation demandée à tout instant, c'est ça la contrainte. Et c'est ce qui pose, comme Daniel l'a déjà un peu introduit, la nécessité d'ajouter des choses aux productions, voilà, qui sont des productions de flux naturels, que ce soit le solaire, pour commencer, mais aussi le vent. Alors, en fait, dès 2014, il y a quand même un physicien allemand, Plasma Physics, que sûrement certains connaissent très bien parmi vous, Friedrich Wagner, qui a, comme l'Allemagne était très engagée sur ces questions-là, lancé le sujet, sans grande écoute en Allemagne. Et nous, à sa suite, puisqu'il avait déjà quand même donné la méthode, on s'est engagé à sa suite pour voir ce qu'il en serait pour le mix français. Et donc là, je vous donne une des conclusions que vous pouvez trouver dans le papier, hein, qui reflète physique. C'est mot pour mot ce qui est écrit, c'est la nécessité de transférer un quart de la production intermittente des périodes de surplus vers les pénuries. Quand on en a trop, vers les moments où on n'en a plus assez, mais vous allez voir la suite. Alors pour illustrer, là, vous avez une semaine, plusieurs semaines, hein, c'est les numéros de semaines, donc c'est 2 mois, 2-3 mois, du début de l'année 2020. Et c'est ce qu'on peut trouver sur le site de RTE, Ecodemix. En jaune, vous avez les productions de solaire.
Alors, comme c'est le début de l'année, vous voyez, les pics ne montent pas très haut, hein, ça sera en été, ça monterait pratiquement. Alors, l'échelle à gauche, c'est le pourcentage de la puissance installée, c'est la puissance produite. Donc là, vous voyez, on est en hiver, donc le pic, c'est à 50% en gros de la puissance installée. En été, ça monterait quasiment à 100% pour le solaire. Et on voit bien les alternances de jour. Hein. Et puis, vous avez les productions éoliennes qui varient aussi très fortement. Hein. C'est à l'échelle de toute la France. Voilà, en fonction des passages, des pressions, anticyclones et l'autre. Alors, pour fixer les idées, vous voyez que le 100%, à quoi ça correspond en puissance installée? Vous voyez qu'en fonction des facteurs de charge, hein, on a pris 14% pour le solaire, donc dans la fourchette qui avait été donnée précédemment, et 24% pour l'éolien. Vous voyez qu'il faudrait en puissance éolienne 50 gigawatts puissance éolienne installée, et pour l'éolien 80. Donc ça vous donne une idée des variations de puissance qui se produisent au cours du temps. Alors depuis, je réponds aussi, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Et donc Gérard, il ne m'a même pas demandé, il a eu l'heureuse initiative de rajouter des références de deux publications qu'on a fait donc avec Marc Fontcave, qui est professeur au Collège de France et puis qui est responsable du groupe énergie à l'Académie des sciences. Et donc, autant dans le reflet de la physique, vous avez des valeurs qui nous servaient de base, qui étaient de 2013, des productions. Ce que je vous ai montré précédemment, c'était 2020, c'est un article à venir. Et là, on est pris les années 2019. Pourquoi 2019? Parce que c'était la dernière avant Covid, quoi, où on avait des consommations qui n'avaient pas été perturbées par le Covid. Donc, ce que vous voyez dans la partie gauche, eh bien, c'est la puissance tout au long de l'année. Hein, là, vous avez les 12 mois de l'année en abscisse. Donc, la puissance, vous voyez, 100 gigawatts, quoi, qui n'est pas atteinte à ce moment-là. La courbe rouge, c'est la production, et la courbe bleue, c'est la consommation. Bon, vous avez les chiffres en bas, disons, et vous pouvez vous reporter à la publication qui est référencée pour avoir tous les détails. Donc ça confirme ce qui est dit, c'est-à-dire ce que dit RTE, c'est qu'aujourd'hui, les fluctuations, vous voyez, de la production ne sont pas énormes par rapport à la consommation, ils sont du même ordre de grandeur, donc on peut gérer le problème. Voilà, parce qu'on a déjà de l'éolien, du solaire. Voilà. Maintenant, on essaye de regarder les scénarios qui projettent un avenir. Alors certains ont eu l'ambition de dire 100% possible d'énergie renouvelable. Donc on a déjà de l'hydraulique qui est renouvelable, on a un peu de biomasse, et puis on complète avec Et ça donne donc le scénario 100%. Alors, pour défossiliser notre consommation énergétique, il va falloir reporter un certain nombre d'usages vers l'électricité. Ce qui veut dire donc une augmentation par rapport à aujourd'hui, on est un peu en dessous de 500 TWh, hein, une augmentation de la consommation électrique. Donc c'est ce qu'on a pris 750. En gros, c'est à peu près, avec la révision qu'il a fait, ce que RTE prévoit pour 2050. Donc on est en phase. Donc on voit dans les deux figures, vous voyez dans les deux figures qui sont à droite, en haut le 100%. Alors la grande différence, vous voyez, par rapport à la courbe de 2019, c'est que ce qui est de la production, en rouge, prend des ampleurs de fluctuations qui sont énormes, qui deviennent 10 fois supérieures à celles de la consommation. Vous voyez que le maximum, c'est 300 gigawatts, là. Alors, ce scénario, je ne rentre pas plus dans le détail, on dit qu'il n'est pas réaliste, il n'est pas faisable. Donc, on a regardé le scénario de référence qui est plutôt celui de RTE maintenant. Ça, c'était fait avant RTE, j'ai trouvé que ça converge à peu près. C'est 50%. Nucléaire, 50% d'énergie renouvelable. On voit que les fluctuations de production sont toujours plus importantes, mais ça devient plus raisonnable.
Alors, vous retrouvez ici à gauche, donc, puisque j'ai dit qu'on s'intéressait à ce cas-là, vous retrouvez à gauche la même courbe de l'historique. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la différence entre consommation et production. C'est ce qu'il faut trouver pour revenir à l'équilibre. Et on compte ça, donc ce qu'on va trouver de cette différence, en plus, c'est ce qui viendra compléter une production qui est insuffisante pour arriver à la consommation dont on a besoin. Donc c'est cet équilibrage que vous trouvez à droite, non plus sous la forme de l'historique, mais sous la forme d'un autre système que les électriciens utilisent souvent, ce qu'on appelle la monotone. Ben, c'est simplement toutes les valeurs que vous avez au cours de l'année qui ont été classées de la plus petite à la plus grande. C'est pour ça, donc, ça devient une courbe monotone pour cette raison. Et vous voyez que vous avez deux pratiquement triangles, si on fait simple, curviligne, opposés par un des sommets. Il y a une base commune, c'est le 0. À gauche, la surface d'énergie, d'électricité qu'il va falloir absorber des surplus, puisque là on est en négatif, pour aller compléter par une production supplémentaire la production défaillante à droite, dans les périodes de manque. Souvenez-vous que dans la conclusion qui est dans le papier que j'ai cité, on dit un quart de la production des énergies intermittentes doit être transférée. Ici, quand on regarde les valeurs, alors on avait fait ça avec des données de 2013 pour le papier reflet, là on a fait avec les données de 2019, vous avez vu. Et qu'est-ce qu'on trouve pour 50% 25,5%. Et j'ai rappelé le 100%, donc je disais qu'on a de toute façon éliminé, mais juste pour dire qu'on avait trouvé 24,5. Donc, vous voyez, le quart, c'est le bon ordre de grandeur à avoir en tête. Ensuite, voilà. Donc, vous retrouvez cette figure, vous la trouvez dans Reflet de la physique. Vous avez donc à nouveau les 12 mois de l'année, cette fois-ci dans l'ordre historique, pas de problème, la durée. Vous avez la courbe rouge qui correspond à cet équilibrage, cette différence. Et par rapport à la question qu'on peut se dire, il n'y a qu'à stocker, on va regarder comment on pourrait stocker pour répondre aux besoins en fonction des surplus. Alors on se met dans une condition assez idéale, on dit pour le moment on n'a pas de problème, on a un stock qui est illimité, et c'est un stock qui est parfait au sens que les transformations qu'il impose ne produisent pas de perte. Donc, illimité sans perte. Donc, vous partez du niveau max, et là, c'est la courbe bleue que vous voyez. Vous dites, OK, j'ai mon stock qui est plein en début d'année, au niveau 0, 0 étant arbitraire, et qu'est-ce qui se passe? Au début de l'année, comme on est en hiver, en général, on manque d'électricité. Vous voyez que le niveau baisse. On va pomper dans le stock pour compléter ce qui manque. On voit une légère remontée, c'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez aussi que ça correspond à une période où on est en dessous du 0 par rapport à la courbe d'équilibrage, et ça va remonter, on rééquilibre un peu le stock, etc. Vous avez tout le déroulement de l'année. Et vous voyez que, en gros, sur l'échelle qui est à droite, il faut compter une quinzaine de térawattheures de capacité du stock pour tenir l'année. À droite, vous avez la courbe qu'on a faite donc plus récemment, en 2021. Vous voyez que, elle n'est pas identique, donc c'est les deux courbes bleues qu'il faut comparer. Elle n'est pas identique, mais l'allure est similaire, et vous avez cette variation, disons, qui est saisonnière, qu'il faut gérer. Si la question était simplement de dire, on n'a pas de soleil la nuit, donc on va stocker le surplus de soleil la journée, et puis on l'aura la nuit,
on aurait une courbe qui fluctuerait légèrement autour du niveau 0. Mais comme on a le déséquilibrage été-hiver, on a des variations saisonnières dont il faut tenir compte. Alors comment? C'est là qu'on commence à regarder les points pratiques pour le faire. Là, on reprend des choses que l'on trouve, alors pas forcément avec les mêmes valeurs, mais dans les rapports RTE, les solutions sont les mêmes. On peut commencer par gérer, disons, un peu compter sur les échanges avec les pays voisins. On peut dire que les consommateurs vont adapter leur consommation, vous avez tous entendu ça. Ensuite, on peut se dire on a des moyens de stockage. Alors, on a des moyens de stockage avec l'hydroélectricité, c'est les stations de transfert d'énergie par pompage. On a aussi les batteries qui peuvent être dans la consommation avec les voitures électriques. Voilà. Et là, on a un peu utilisé tout ce qui peut gérer au niveau de la journée ou de la semaine. Après, pour les variations saisonnières, on n'a pas d'autre solution que de prendre de l'hydrogène. Alors, un point qui reste quand même aussi en discussion, qui fait l'objet d'une autre publication, dont vous avez la référence en bas, qu'on a fait en mai dernier, avec Marc Fontcalve, c'est la question des échanges transfrontaliers, parce que pour les personnes qui comptent sur un fort développement éolien et solaire, pour gérer les problèmes, ils se disent on va utiliser un système de plaques de cuivre, un réseau très bon au niveau de l'Europe, qui permet de mutualiser les productions et les consommations et de faire les échanges pour rééquilibrer les défauts d'un pays par rapport à un autre, etc. Alors, cette solution qui peut être intéressante, on voit rapidement quand même pour le solaire, ça va être assez limité parce qu'on est quand même sur 1 ou 2 fuseaux horaires, donc on ne peut pas aller loin au niveau de l'Europe. Mais sur l'éolien, on a toujours, oui, il y a un adage là, facilement, voilà, il y a toujours du vent quelque part, on se dit, oui, tiens, ça va marcher comme ça. Alors, il y a des gens déjà qui ont regardé les productions éoliennes au niveau de l'Europe depuis un certain nombre d'années, Lindemann et de VGB, vous avez la référence dans l'article, qui avait alerté là-dessus en disant qu'il y a une forte corrélation en fait des productions. Mais donc on a voulu regarder ça un peu plus finement pour la France parce que visiblement le message passait pas encore très bien. Donc vous voyez en haut à droite la carte de la France avec nos systèmes d'échange, c'est tiré de RTE. Et puis je vais donner juste la conclusion de notre article, qui est le graphique que vous voyez en bas, le bar graphe. Pour une période qui était hivernale où on avait une pénurie lors d'un cyclone d'hiver, donc vous avez même les dates, voilà. On avait un besoin de rééquilibrage qui est la barre à droite, qui se chiffre à 9, près de 10 TWh. Donc le but, c'était de trouver, par les différentes solutions d'échange, quelque chose qui arrive à la hauteur de ce 10 TWh. Or, vous voyez toutes les contributions avec nos voisins telles que dessinées sur la carte, avec leur production éolienne, en supposant que dans une volonté bon équilibre, bonne justice, chaque Européen de ce périmètre se partageait, revenait à chacun la même production éolienne, vous voyez qu'on est en fait déficitaire par rapport à la plupart des voisins sauf l'Espagne. Tout ce qui est en rouge, ça veut dire que la France exporterait de son électricité éolienne dont elle a déjà pas grand-chose vers ses voisins, et il y a juste l'Espagne qui en passerait un petit peu en vert. Et tout à droite, vous avez le bilan global qui est nettement déficitaire, c'est-à-dire on n'a pas de vent, et en plus, le peu qu'on a, on le passe à l'extérieur. Donc, ce n'est pas très intéressant.
Et ça s'explique très bien. Alors, c'est l'image animée qui est en bas. Type de la météo, c'est pas exactement cette période anticyclonique, mais elles y ressemblent. Vous voyez que tout ce qui est un anticyclone, c'est-à-dire la partie orangée, ça couvre en gros la surface de tous ces pays. Donc, quand il n'y a pas de vent quelque part, il y en a très peu, il y en a très peu partout. Alors, donc si on regarde maintenant les solutions de stockage, puisque c'est ce sur quoi il faut se replier, donc vous avez les stockages journaliers hebdomadaires, je ne vais pas développer trop longuement. Donc vous avez j'en ai parlé, donc les stations de transfert d'énergie pour pompage. Là, vous avez une illustration de la plus grande steppe de France qui se trouve pas loin de Grenoble, qui est en amont de Grenoble. Voilà, qui est Grand Maison, qui a une capacité, vous voyez, de 35 millièmes de térawattheure. J'ai gardé l'unité de térawattheure. Donc, on avait en gros quelques dizaines de térawattheures de capacité à trouver. Là, vous avez 35 millièmes de térawattheure. Alors, vous vous direz, bah oui, mais les batteries, c'est très bien. Et notamment, il y a M. Tesla, c'est-à-dire Elon Musk, qui promeut beaucoup ça. Et à droite, vous avez ce qui est installé, alors je crois que c'est dans le Nevada, je ne sais plus exactement, comme méga batterie, qui est en gros la plus grosse au monde, qui a été construite récemment. Ben, la capacité de cette méga batterie, elle est 0,8 millième de térawattheure. Donc vous voyez, c'est 400 fois moins que notre STEP à côté. Alors, ça ne veut pas dire que les batteries sont inutiles, parce qu'elles servent à régler finement le réseau, mais ce n'est pas ça qui nous fera du stockage de longue durée. Alors, on revient au stockage saisonnier, l'hydrogène. Bon, là, je ne rentre pas dans le détail de la figure, vous savez, bon, c'est un peu montrer de la production par électrolyse, à l'aide, par exemple, de soleil, jusqu'à la restitution d'électricité avec une pile à combustible. Bon, là, c'est des données. Le problème de cette technique de stockage, c'est que ce n'est pas le stockage idéal qu'on avait conçu au départ, c'est-à-dire qu'il y a des pertes. Et les pertes sont même très importantes puisqu'elles sont de 70%, voire 75%. Ça, c'est des données de l'ADEME, voilà. Donc ça veut dire qu'on reprend la figure que vous avez lue précédemment. À gauche, vous avez les surplus qu'on était capable de stocker. On avait mis une grande quantité dans l'hydrogène. Cette grande quantité dans l'hydrogène, quand on a besoin d'électricité, elle donne une petite quantité d'électricité, 30% de ce qu'on a stocké. Donc, pour ce scénario 50% où on n'a pas abandonné le nucléaire, la source d'énergie décarbonée qu'on va utiliser, c'est du nucléaire, à condition d'avoir suffisamment de réacteurs nucléaires pour venir abonder les manques où on a besoin d'eux. Voilà, pour juste terminer, alors, si j'ai le temps, ou sinon je passe, ce n'est pas forcément nécessaire, c'est un aspect sur le CO2 qui est un peu extérieur, donc je vais peut-être sauter ça, comme ça laisse plus de temps pour la discussion, pour juste en arriver aux conclusions. Donc, s'il y a une chose à retenir qui peut vous servir, c'est ce ordre de grandeur, c'est qu'un quart de la production électrique, éolienne et solaire, qui est non utilisable instantanément, en surplus, doit être transféré, donc ces périodes de surplus, vers les périodes où on en manquera. Le deuxième élément important, parce qu'on l'entend encore même dans le rapport RTE, c'est que le foisonnement en fait des productions éoliennes est très faible en Europe. Au moins dans les périodes où justement on a besoin de production, comme un anticyclone d'hiver. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire des lignes transfrontalières. Mais ça veut dire que les lignes transfrontalières qu'on va construire bénéficieront aux pays exportateurs d'électricité, parce que dans les périodes de pénurie, c'est là où l'électricité coûte cher. Grâce à quoi? Ce ne sera pas aux énergies intermittentes, ce sera grâce à des productions pilotables ou des stocks d'électricité qu'on aura.
ce sera là les pays qui seront forts en cette... Donc, pour passer la période hivernale où on a besoin d'hydrogène, l'hydrogène ne suffira pas. En plus, il était quand même une solution assez coûteuse. Coûteuse à double titre, hein, c'est des technologies coûteuses et en plus le rendement est faible. Donc l'électricité qu'on récupère est 2 fois pénalisée par ça. Et donc il y a une priorité à avoir des productions pilotables, bas carbone, pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux qu'on se fixe pour 2050. Et on en a 2 en France, quand même, c'est l'hydraulique et le nucléaire. Donc voilà, il faut entretenir ces 2 sources pilotables. Je vous remercie. Merci pour cet exposé. Personnellement, je suis Xavier François Navic du CEA. Voilà, c'est autre chose, mais on pourra en discuter. Mais je ne suis pas spécialiste de l'énergie, sauf que je suis un petit peu inquiet sur, premièrement, les prévisions de consommation que l'on aura. Je pense qu'on est bien en deçà de ce que sera la demande, en particulier quand il commencera à y avoir des déplacements de population liés aux 2%, aux 2 degrés d'augmentation de température. Et la deuxième chose, je voulais revenir sur ce que vous avez passé un peu rapidement, les stockages, quelles sont les pertes en fonction de stockage, quels sont les coûts énergétiques. Ok, je vous remercie pour ces 2 questions, soit effectivement tout à fait pertinentes. Comme je vous dis, on a déjà pris par rapport pour la consommation, on s'est situé à 750 TWh parce qu'on ne voulait pas paraître trop excessif au point de vue électricité, 750 par rapport à 500 aujourd'hui. En fait, vous avez raison, il y a peut-être d'autres facteurs, ça va peut-être être plus. Bon, on sépare, on a pris ça comme valeur. Mais c'est vrai que, alors que RTE, pour donner une référence, dans ses premiers scénarios d'il y a 2-3 ans, affichait 650 TWh pour 2050, récemment, il a fait sa révision et il a donné cet objectif pour 2035. Donc ça veut dire que pour 2050, on sera au moins à 750. Voilà. Sur le deuxième point, sur les rendements des stockages, donc vous avez vu, pour l'hydrogène, c'est celui qui a le plus mauvais rendement, c'est 30%. On récupère 30% de l'énergie, de l'électricité qu'on a stockée, au max. C'est plutôt 25. Il y a des discussions, on a pris le chiffre plutôt maximum. Pour les batteries, où c'est du 80-90%, donc c'est un bon rendement. Mais il y a toujours des transformations électrochimiques dans une batterie, donc c'est pas innocent. Et puis, pour les steps, c'est pareil, c'est du 80%, peut-être 90% en tirant, parce que c'est purement mécanique, donc au point de vue transfert. Donc, c'est 2 solutions qui ont des bons rendements. Leur problème, c'est qu'elles sont limitées en capacité. Donc, et alors, je suis passé dessus rapidement, mais on voit que il y a une partition à faire entre, qui était dans la courbe où on a discuté tout à l'heure. Il y avait 2 couleurs. Il y en avait une qui correspondait à l'hebdomadaire et l'autre qui correspondait bleu foncé au saisonnier. Donc on a besoin de saisonniers pour de toute façon. Et seul l'hydrogène, pour le moment, est la solution, ou les sources pilotables qu'on peut du coup ajuster. Voilà. De toute façon, c'est celle qu'on a vu réapparaître ensuite. Et d'ailleurs, c'est vrai que, du coup, j'en profite pour un oubli qu'on oublie. Dans les sources pilotables, on aurait pu rajouter, qui n'était pas dans la figure, un petit peu d'hydraulique qui aurait pu venir aussi abonder. Mais ça ne couvrait pas tout. Hein. Voilà. Oui, oui, oui. Merci pour cette présentation. Je voulais déjà savoir, est-ce que les défis qu'on pose ici, c'est propre à la France, ou est-ce qu'on parle des défis présents de manière globale? Alors là, l'exemple qu'on a pris, c'est propre à la France. Mais je pense que, comme vous le voyez, le travail a commencé avec un collègue allemand.
Dit d'ailleurs, soit dit en passant, c'est grâce à lui qu'on a pu faire la deuxième étude sur le foisonnement éolien, parce qu'il avait toutes les données, il nous avait les transmises. Donc en fait, déjà, c'est au niveau d'une plaque, par exemple au niveau de l'Europe, des pays interconnectés, et le défi, bon, dans d'autres pays, Amérique du Nord, ça se pose aussi de la même manière, etc. Toutes les conditions physiques dont on parle, rotation du Soleil, rotation de la Terre, taille des dépressions, etc., on les retrouve à peu près partout dans le monde. Maintenant, il y a des pays qui sont plus ensoleillés, plus gâtés au point de vue Soleil, etc. Ça change la donne, mais voilà. Parce que ma question, en fait, elle va se porter sur là les défis dont vous avez parlé. Ça concernait surtout la pilotabilité et le stockage, Ouais. si je comprends bien. Mais pour le coup, pour l'énergie éolienne ou solaire, il va falloir utiliser plus de surface, plus de terre aussi pour pouvoir implanter ça. Et c'est également des défis dont on n'en a pas parlé. Et également pour les pays qui utilisent beaucoup d'énergie renouvelable telle que le solaire, on sait aussi qu'ils vont avoir une recrudescence d'utilisation d'énergie pilotable d'origine fossile, notamment en Allemagne. Et donc, voilà, ces défis-là aussi qui n'ont pas été abordés, dont je voulais en parler. Oui, oui, je confirme ce que vous dites, hein, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire ces défis-là, on en a conscience. Dans l'exposé, on les aborde un peu hein, dans les publications qui sont citées, hein, dont vous trouvez les références. Maintenant, je n'avais pas le temps d'en parler, mais effectivement, ça fait partie des conditions à prendre en compte. Là, c'est focalisé sur la question de gestion du réseau électrique, mais il y a toutes les dimensions que vous dites aussi qu'il faut prendre en compte pour faire une décision rationnelle et raisonnée du système électrique. Oui. On va peut-être, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour prolonger la discussion. Si vous me permettez juste un petit commentaire qui va reprendre un point sur lequel est intervenu Daniel Suchet tout à l'heure, où il a évoqué différentes possibilités d'utiliser de l'électricité qui était produite par des panneaux photovoltaïques. Et effectivement, on peut imaginer que dans des pays où il n'y a pas de réseau électrique, on pourrait tout de même utiliser de l'électricité produite par des panneaux pour des utilisations qui ne seraient pas des utilisations massives transmises par des réseaux électriques, mais des utilisations ponctuelles pour faire marcher des réfrigérateurs, pour stocker pour des petits réseaux. Et donc, évidemment, avec toujours cette contrainte qu'un réseau doit être équilibré, mais dans certains cas, à petite échelle, il y a sans doute des possibilités, des usages qui devraient être développés et qui pourraient être très utiles dans certains pays, justement, où il y a beaucoup de soleil. Oui, oui, j'abonde là-dessus, il a raison, surtout si on peut trouver une solution alors, de stockage, et une des bonnes solutions de stockage est justement l'hydraulique. Il y a des pays qui font ça, justement, couplant des panneaux photovoltaïques avec des barrages, des réserves d'eau. Des fois, même la réserve d'eau sert de support aux panneaux photovoltaïques. Et comme ça, vous avez à la fois le stockage et la production des tailles compatibles si on est sur un micro-réseau, quoi.